Honorable assesseur, je reviens justement cette matinée vers vous, à la suite, bien entendu, de mes talentueux confrères qui m'ont précédé, pour réagir aux dupliques qui ont été apportés aussi bien par le parquet, le ministère public, mais également par la partie civile. Je voudrais quand même vous exprimer, moi, et c'est ce que je vais faire tout au long de mon intervention, mon étonnement de voir que ce qui est simple, parfois même simpliste, on essaie d'en faire quelque chose de très compliqué. Je l'ai dit avant-hier, Monsieur le Président, que le droit est beau. Notre rôle devant vous, c'est justement de jouer le rôle d'exhibitionniste en exhibant ce côté beau du droit. Puisque les audiences sont publiques, ça peut bien aider ceux qui ne savent rien du droit, ceux qui ne savent rien des pratiques processuelles au niveau des juridictions pénales, notamment criminelles. Alors je vais intervenir sur un certain nombre de points. D'abord, sur le pouvoir de requalification. Il me semble que le parquet ne nous a pas compris, et même la partie civile ne nous a pas compris. En tout cas, quand je dis nous, je parle particulièrement de la défense du président Dadis. Parce que nous n'avons jamais dénié au tribunal criminel le pouvoir de requalifier. Il faut que cela soit clair. Nous ne dénions pas à votre juridiction le pouvoir de requalifier tel fait. Nous étions ceux-là qui vous ont dit avant-hier, Monsieur le Président, que vous étiez saisi une REM, vous étiez saisi une personnaille, qu'on a dit en bon français, vous êtes saisi de faits et vous êtes saisi de personnes. Hier, le parquet a dit que vous n'étiez pas saisi de requalification. Oui, Monsieur le Président, mais vous ne pouviez même pas être saisi de requalification parce que les faits qui sont déjà portés devant vous sont déjà requalifiés. La requalification signifiant en droit la nomination juridique que l'on donne aux faits. C'est tout. Mais votre pouvoir de pouvoir requalifier existe. Mais nous avons indiqué, et nous revenons là-dessus en insistant, qu'il y a tout simplement des obstacles, des écueils qui vous empêcheraient maintenant de requalifier. Le premier des obstacles, c'était que le parquet qui vous a saisi de ce document qu'il a qualifié de réquisition aux fins de requalification ne vous a présenté aucun fait, puisque c'est la requalification de faits que l'on demande. Il faut bien que ces faits-là existent et que les déclarations d'accusés, des parties civiles, des témoins ne sont pas des faits, mais ce sont des versions que ces personnes-là donnent des faits pour
vous expliquer exactement comment les choses se sont passées, comment les faits se sont passés. Il faut donc faire le distinguo entre les faits tels qu'on peut vous les présenter en vous demandant éventuellement une requalification et les versions, la part de vérité entre griffes des parties que les parties peuvent plutôt donner de ces faits. Nous vous avons également dit que vous ne pouvez pas requalifier parce que tout simplement, on n'a pas fait la démonstration de ce qui pourrait vous amener à la requalification. Quand j'ai entendu les parties civiles indiquer, Monsieur le Président, qu'un PV dans un dossier demeure, même si l'auteur, ou tout au moins la personne qui a été entendue, ne vit plus, je suis tombé des nues, je me suis demandé, mais que faisons-nous de ce principe sacro-saint, vecteur de tout procès en général, est encore essentiel dans un procès pénal, qu'on a appelé le principe de la contradiction. Lorsque une personne ne vit pas, on ne peut plus se fonder sur les déclarations qu'elle a eu à faire motif tiré de ce que tout simplement cette personne, en raison de ce qu'elle ne vit plus, n'a pas la chance de pouvoir s'expliquer, donner sa version de ce que les autres diront. C'est aussi élémentaire, Monsieur le Président. Alors, cette personne qui doit se défendre, qui ne vit pas, le principe du contradictoire s'oppose, le respect du principe du contradictoire s'oppose à ce que l'on discute de ses prétentions. Et je rappelle que le principe du contradictoire, Monsieur le Président, ne signifie pas, comme peut-être qu'on comprend de l'autre côté, que toutes les personnes aient discuté. Non. Il signifie que toutes les personnes aient tout simplement été mises en condition de discuter, peu importe qu'elles aient discuté ou pas. Ça aussi, Monsieur le Président, c'est élémentaire et nous pensons que on ne peut pas se fonder sur tels éléments pour vous demander de le qualifier. Mais le dernier élément, Monsieur le Président, voyez-vous, on vous dit quel pouvoir un parquet a, quel pouvoir une partie a, une procédure a, de pouvoir procéder elle-même à une transcription. Parce que ce qu'on pose sur les documents ou le document qu'on vous a exhibé comme étant réquisition, je répète, ce n'est pas une réquisition, on y a mis beaucoup de choses en tronquant tout. Le parquet aurait tout simplement pris le soin, et c'est encore élémentaire, de demander à un huissier de justice de transcrire ces éléments-là dans un procès verbal de transcription et de joindre ce procès verbal de transcription à ceux qu'ils ont dénommés réquisition aux fins de qualification. Dès lors que cela n'est pas fait, pourquoi va-t-on croire aveuglement? Pourquoi va-t-on penser que ce qu'un parquet dit, c'est de l'évangile, pour qu'on puisse considérer que cela, c'est de la vérité pour de bon? C'est pour ça que nous avons clairement indiqué beaucoup de choses qui ne tenaient pas. Je voudrais passer, Monsieur le Président, à mon deuxième point d'intervention sur le crime contre l'humanité et la responsabilité du supérieur hiérarchique et du chef militaire. Voyez-vous, Monsieur le Président, quand on fait un débat scientifique, on nous taxe même de vouloir remettre en cause le niveau d'une partie au procès. Alors que nous sommes dans un contexte bien déterminé,
et que nous critiquons un acte qui a été posé et que de nos critiques, nous tirons des conséquences liées à la qualité de ceux-là qui ont établi cet acte. Je voudrais ouvrir une parenthèse. Pour ce que je suis, pour ce que chacun sait de moi, pour ce que je sais de ce parquet par rapport à ses membres, j'ai une admiration particulière pour chacun d'entre eux, un respect religieux. Et si vous me demandez de définir ce parquet, je vous dirais que c'est un mixte à la fois de sagesse, de fougue positive, mais également de profondeur. Quand je parle de sagesse, je vais m'adresser à monsieur le procureur qui est au milieu. Parce que tout au long de ce procès, cette qualité lui a permis d'équilibrer tout à son niveau. Quand je parle de fougue positive, je parle du substitut Souma qui est à gauche de moi et à droite de vous. Chacun sait l'énergie qu'il a. Chacun sait qu'il vit. Chacun sait qu'il est vivace. Chacun sait qu'il est viable. Et quand je parle de profondeur, je parle de l'autre substitut anané qui est M. Sidiki. Chacun sait la profondeur, de sorte que on va parfois jusqu'à confondre cette profondeur d'acharnement. Je ne peux donc, ils le savent, me permettre de juger ce qu'ils peuvent avoir comme qualité intrinsèque. Mais il faut que l'on soit aussi très clair, Monsieur le Président, et c'est important. Nous sommes dans un temple de Thémis, nous parlons de droit, nous avons des débats scientifiques à mener, nous devrons en parler en dénonçant ou en critiquant ce que l'autre n'a pas été à même de le faire. C'est justement pourquoi, quand j'ai écouté hier le parquet définir le crime contre l'humanité pour vous amener à requalifier, je suis tombé des nues. Je me suis dit, il n'a aucune notion liée à la définition du crime contre l'humanité. Et que c'est pour ça, sûrement, parce qu'il n'a pas compris, qu'il vous demande de requalifier ces faits en crime contre l'humanité. Mais quand il vous dit que le crime contre l'humanité, c'est deux éléments, un élément objectif, attaque généralisée et systématique, un élément intentionnel. Monsieur le Président, ce n'est pas que ça. Et je vais vous dire c'est quoi. Ce ne sont que des éléments, mais ce n'est pas que ça. Quand il vous dit, en parlant de la responsabilité de commandement, qu'il suffit d'une relation de supériorité hiérarchique et que l'infraction soit causée par le subordonné, mais ce sont des raccourcis. Mais on est en train de prendre des raccourcis. Dans un temple, devant un tribunal criminel, Monsieur le Président, mais le parquet est en train de prendre des raccourcis. Je voudrais vous rappeler, Monsieur le Président, que la responsabilité, que le crime contre l'humanité, d'ailleurs je commence par là où j'ai commencé, que la responsabilité du supérieur, qu'il soit militaire ou hiérarchique, nécessite essentiellement, obligatoirement, cumulativement, trois conditions. Il ne suffit pas qu'il y ait un supérieur hiérarchique. Parce que le dire, c'est dire que le président actuel ou un supérieur est déjà potentiellement un candidat à être jugé toutes les fois que dans son pays, il y a des subordonnés qui font tel. Non, Monsieur le Président. Dire que ce soit que le subordonné qui agisse, je voudrais qu'on me dise ici, devant ce tribunal, depuis qu'on a commencé, quel subordonné poursuivi a été indiqué ici pour dire que le supérieur hiérarchique, qu'est le président d'Addis, parce que c'est lui qu'on cherche, a demandé tel ou tel. Ceux qui sont ses subordonnés, par sa qualité de président
du pays à l'époque des faits sont là, ont défilé et personne n'a dit ici qu'il a donné un simple ordre. On ne peut donc pas se focaliser là-dessus. C'est pour ça que c'est important, Monsieur le Président. Ça va encore créer peut-être des problèmes, mais je le dis, je dois être honnête avec moi-même, que les infractions de crime ou l'infraction de crime contre l'humanité est une infraction parce qu'elle est spécifique, elle est difficile, que pendant longtemps, elle n'a appartenu qu'à la connaissance des juridictions internationales. Et pour la connaître, il faut beaucoup de formation. Ceux-là qui pratiquent les juridictions internationales, en tout cas moi je pratique les juridictions internationales, savent ce que c'est qu'une telle infraction, savent pourquoi même pour être magistrat devant ces juridictions internationales, on demande un temps d'expérience. Mais je peux comprendre pourquoi. Parce qu'on ne maîtrise pas et on veut vous induire en erreur. Donc il faut donc, de ce point de vue-là, qu'il y ait effectivement une autorité hiérarchique, mais il faut un contrôle effectif de cette autorité hiérarchique sur ceux-là qui ont perpétré le fait répréhensible. Mais il faut enfin que l'autorité en question n'ait pris aucune mesure, tant en amont qu'en aval. Si ces trois conditions qui sont nécessaires et cumulatives ne sont pas réunies, on ne peut pas parler de responsabilité de commandement. On ne peut pas parler de responsabilité du supérieur hiérarchique. On ne peut pas parler de responsabilité du chef militaire. On ne parle pas des deux. On aurait distingué entre... on aurait donné la particularité quand il s'agit de la responsabilité du chef militaire ou quand il s'agit de la responsabilité du chef du supérieur hiérarchique civil. Mais on ne va pas vous faire perdre du temps, Monsieur le Président. Sur le crime contre l'humanité, voyez-vous encore, Monsieur le Président, le raccourci qu'on prend, nous devons faire très attention. Le raccourci qu'on prend, c'est quoi? C'est élément objectif, élément intentionnel, parce qu'on se croit dans les infractions à l'interne, puisqu'on nous a dit, sur les bandes de droit, pour qu'une infraction soit constituée, il faut trois éléments. L'élément légal, l'élément matériel, l'élément intentionnel. On a même oublié l'élément injuste. C'est intéressant aujourd'hui de parler de l'élément injuste. Le crime contre l'humanité, Monsieur le Président, est une incrimination qui a été créée en 1945 dans le statut du tribunal militaire de Nuremberg. Il fallait créer une juridiction. Cette juridiction, qui était une juridiction internationale, devrait connaître des faits qu'on a qualifiés de faits plus graves. Mais cette juridiction, à la différence de la Cour pénale internationale aujourd'hui, n'était pas une juridiction permanente et était créée par les États qui avaient gagné la Seconde Guerre mondiale. Il n'y avait pas que Nuremberg, il y avait également Tokyo. C'est justement ce qui s'est passé devant le tribunal de Nuremberg qui a inspiré, parce que Nuremberg avait 7 principes essentiels. Il faut qu'on enseigne ça au parquet pour qu'ils reviennent à de meilleurs sentiments. Et les 7 principes, je ne vais pas vous les citer, je vous cite juste le dernier, pour que vous compreniez que c'est là que se trouve le crime contre l'humanité. Le principe 7. Voici le contenu. 6 et 7. 6. Les crimes énumérés ci-après sont punis en tant que crimes de droit international. A. Crime contre la paix. 2. Crime de guerre. 3. Crime contre l'humanité. C'est là qu'est né cela. Et justement, ce crime, parce que simplement il était grave,
était désigné par une violation délibérée et ignominieuse des droits fondamentaux d'un individu, d'un groupe d'individus, inspirés par des motifs politiques, philosophiques, raciaux et religieux. Je veux bien qu'on me présente ici, parce que c'est la démonstration que le parquet devrait faire, quel motif religieux avait amené à la perpétration de ce qu'on a connu au stade du 28 septembre. Je veux que le parquet vous démontre ici quel motif ratio avait conduit à la perpétration des infractions au niveau du stade. Lorsqu'on ne sait pas, on garde le silence. J'aurais encore accepté que le parquet ne nous réponde pas. Mais en nous répondant, il a aggravé son tort parce qu'il a trébuché et il est tombé malheureusement. Alors, Monsieur le Président, sur la question de la qualification ou de la définition qu'on a donnée, ça ne tient pas. Je reviens sur le troisième point de mon intervention, Monsieur le Président. Il s'agit d'un élément essentiel lié à l'application des traités internationaux. On a peut-être oublié un élément qui devrait l'accompagner. On n'a pas dit et sa mise en œuvre. Une fois en vigueur, Monsieur le Président, les traités doivent être exécutés par les signataires en application du principe connu de tout le monde, pacta sunt servanda. Et des moyens existent pour en assurer le respect. D'une part, Monsieur le Président, les traités s'appliquent à tous les territoires des États partis. C'est l'article 29 de la Convention de Vienne. Hier, un des parquetiers vous a lu l'article 1er. D'autre part, il lit chacune des parties, et seulement elle. C'est ce qu'on va appeler l'effet relatif des traités. J'ai entendu hier, Monsieur le Président, un des avocats de la partie civile parlant de l'application de ces traités, distinguer entre le système moniste et le système dualiste. Je ne parlerai pas du système dualiste qui est appliqué en Allemagne et ailleurs. Je parlerai du système moniste qui est le cas guinéen, qui l'a dit, qui est le cas français, qui est le cas aux États-Unis, qui est le cas en Belgique, qui est le cas en Hollande. J'étais tellement content, Monsieur le Président, que je lui ai envoyé à ce moment-là un texto lorsqu'il communiquait pour lui dire félicitations. Il a compris, le confrère. Mais, Monsieur le Président, tout ce que le confrère a dit hier est vrai. Tout ce qu'il a dit hier est vrai et fondé en droit. Mais il a juste péché parce qu'il n'est pas allé plus loin avec son raisonnement. Il n'est pas allé en profondeur. Parce que s'il était allé en profondeur, il aurait pris le contre-pied de son propre raisonnement. Mais ce qu'il ne vous a pas dit hier, Monsieur le Président, c'est qu'il ne vous a pas dit que le système moniste, qui est le cas guinéen, n'est pas absolu. Il n'est pas absolu. Il n'est pas absolu en raison du principe de la séparation des pouvoirs. Il n'est pas absolu parce qu'il comporte forcément une participation du Parlement dans les choix du gouvernement. Lorsque ces choix-là engagent l'État.
dans les matières les plus importantes. Lorsque, Monsieur le Président, par la voie de l'État, on veut ratifier un test international, il s'agit d'une matière importante. Pourtant, la ratification d'un test international fera de ce test une partie intégrante du droit positif. Or, par principe, faire la loi, faire les règles, relève du domaine du Parlement. C'est pourquoi, justement, pour ratifier un tel test, seul uniquement le pouvoir dévolu à l'État et à ses représentants. Mais lorsque, et ils ont visé une disposition de la loi fondamentale de 1990, mais également l'article 79, bien sûr l'article 79 de la Constitution du 23 décembre 1990, mais également l'article 74 de la Charte de la transition. Que dit l'article 79 de la Constitution du 23 décembre 1990? Les traités ou accords régulièrement approuvés ou ratifiés ont dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve de réciprocité. Ces dispositions sont transposées dans l'article 13 de la Charte de la transition, qui dispose également que les traités, conventions et accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont dès leur publication au journal officiel de la République de Guinée une autorité supérieure à celle des lois sous réserve de réciprocité. Mais il y a un élément important, Monsieur le Président, qu'ils ont eux-mêmes visé, puisque en expliquant de manière très simple le système moniste, qui ne vous a pas fait comprendre que ce n'était pas absolu, mais qui vous a fait comprendre que c'était automatique, c'est-à-dire une fois qu'une loi internationale est rectifiée, automatiquement, on l'applique. Il a oublié que la même Constitution fait une hiérarchie des normes juridiques en citant Monsieur le Président, que les lois, d'abord la Constitution, les conventions, la loi, l'ordonnance, le décret, les arrêtés et les décisions. Sauf que, Monsieur le Président, lorsque ces dispositions indiquent que les textes internationaux doivent être publiés, c'est ça la publication, le mécanisme de leur mise en œuvre est réglé, Monsieur le Président, à l'interne. C'est réglé à l'interne, Monsieur le Président, et c'est réglé dans le Code civil de la République de Guinée. Et ce Code civil, voici ce qu'il indique à travers cette disposition. Le Code civil commence, l'article 4 indique clairement, d'abord l'article 1er, Monsieur le Président, dit que les lois au lendemain de leur publication au journal officiel de la République de Guinée, ou à la date qu'elle fixe, sont exécuteurs sur toute l'étendue du territoire national, en vertu de la promulgation qui en est faite par le Président de la République. L'article 2 poursuit. La promulgation est l'acte par lequel le Président de la République,
atteste la régularité de la procédure législative et ordonne l'exécution de la loi. À défaut de promulgation dans le délai d'un mois à compter de sa date de transmission au président de la République, la loi est d'office exécutoire. L'article 3, la publication est l'opération qui porte la loi à la connaissance du public. Elle se fait au moyen d'une insertion au journal officiel. L'article 4, et c'est important, la loi régulièrement publiée est réputée connue de tous. Pour que toute loi soit connue de tous, il faut qu'elle soit publiée, mais qu'elle soit publiée de manière régulière. Et cette régularité que donne le Code civil, c'est bien l'insertion dans le journal officiel. J'ai entendu ici, Monsieur le Président, beaucoup de confrères des partis civils dire: est-ce que nos lois qui sont là, telle convention sur les réfugiés, telle convention, telle ceci, est-ce que ces lois-là ont été insérées dans un journal officiel? Vous savez, il y a ce qu'on appelle error communis facius. L'erreur commune est créatrice de droit. Peut-être c'est ce qui les a inspirés. Mais c'est un principe civiliste, Monsieur le Président, qu'on ne peut pas transposer dans la vie d'un État. On ne va pas à l'origine de celui qui faisait marier tout le monde alors qu'il n'était pas maire. Et qu'à la fin, il en avait tellement célébré qu'on s'est dit qu'on ne pouvait pas annuler ces choses-là parce que ça a été une erreur commune. Cette erreur commune avait créé le droit. Mais en l'espèce, Monsieur le Président, nous sommes dans le cadre de la vie d'un État. Et nous sommes dans le cadre des matières importantes. Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas inséré, ou une loi s'applique tous les jours, on ne l'a pas inséré, qu'il est interdit de soulever ce défaut, cette irrégularité devant une juridiction répressive notamment? Mais je me rappelle, la loi sur la cybercriminalité était appliquée quand ce n'était pas encore publié ou régulièrement publié. Donc la question n'est pas uniquement la publication, la question c'est la régularité de la publication. Et cette régularité de la publication se fait par son insertion. Mais le document qu'on nous a produit ici, on n'a trouvé nulle part des lois publiées, insérées dans le journal officiel. Mais, Monsieur le Président, au cas où même, ou bien à supposer même que l'on vous dise que ce test a été régulièrement publié, il faut quand même préciser un certain nombre de choses. Les faits pour lesquels nous sommes ici ont été commis en 2009. En 2009, le Code pénal et le Code de procédure pénale, je crois de 1998, étaient les tests en vigueur. Mais pourquoi on a appliqué le Code pénal de 2016? C'est parce que tout simplement, les mêmes incriminations dans le Code pénal de 1998 étaient plus graves, alors que dans le Code pénal de 2016, les incriminations sont moins graves. C'est là justement où la non-rétroactivité de la loi intervient, excepté les lois interprétatives, les lois les plus douces et les moins sévères, et les lois déclarées expressément rétroactives par le législateur. Alors, si le Code pénal de 2016 a intégré, puisque c'est une discussion, une confusion qu'on veut envoyer, les mêmes dispositions, l'article 7 du statut de Rome, qui est devenu ou aligné sur les articles 194, 195
pourquoi va-t-on, vaille que vaille, advienne que pourrait, vous demander, ou continuer à penser que vous allez appliquer le statut de Rome, alors même que vous, juge pénal guinéen, compétent pour appliquer les lois pénales guinéennes ou du droit positif de notre pays, ces lois-là se trouvent déjà dans le code pénal guinéen. Mais pourquoi on veut que vous laissiez ça, ces mêmes règles? Parce que même dans le document, c'est une répétition pour cela. Pour moi, il n'y a aucun intérêt à le faire. Aucun intérêt à le faire. C'est pourquoi, Monsieur le Président, nous avons dit hier que la forme, et c'est important, la forme même de la réquisition qui ne tient pas, et la règle élémentaire selon laquelle, parce qu'on vous a lu ici, des réquisitions écrites du procureur. Je rappelle que le parquet, le ministère public est indivisible. Je rappelle aussi que nous sommes dans la même procédure qui a commencé en phase d'enquête, en phase d'instruction, et maintenant nous sommes en phase de jugement. Je rappelle que le ministère public étant indivisible, c'est donc le même qui a suivi ce dossier jusqu'à date. Je rappelle, et c'est important, que la plume est serve, c'est la parole qui est libre. Mais comment pouvez-vous considérer que dans le même dossier, qu'il y ait une plume de ce même ministère public qui requiert à la non-requalification, et de l'autre côté, vous trouvez une autre plume qui requiert à la requalification? C'est pour ça que je vous ai dit hier, en réalité, même procureur, on ne peut pas plaider par procureur. Parce que je vous ai dit que le parquet aurait dû s'abstenir et soutenir oralement, et puisque la parole est libre, il n'y a que la plume qui serve. Le procureur, le parquet, le ministère public aurait dû s'abstenir de déposer encore une fois ce document qu'il qualifie de réquisition aux fins de requalification, qui n'en est pas une plutôt, et soutenir oralement, la loi le lui permet, la partie civile. Parce qu'en réalité, ce point de droit-là, c'est la partie civile. Mais sûrement, le parquet a hésité, compte tenu de la mission traditionnelle d'une partie civile à un procès pénal. La partie civile vient défendre ses intérêts civils. Il vient indiquer la souffrance qu'elle a, préciser au tribunal la souffrance qu'elle a subie, et conséquemment demander des réparations. Quel est son problème avec la question d'infraction? Quel est son problème avec la question d'assassinat, de meurtre? Quel est son problème avec la question de crime contre l'humanité? Elle l'a fait, mais le ministère public a douté sûrement et s'est dit on ne devrait pas laisser la partie civile le faire, parce qu'en réalité, ce n'est pas le rôle qui lui est dévolu. C'est pourquoi, Monsieur le Président, honorables assesseurs, je termine en vous disant que la forme ne tenant pas, déclaré irrecevable ce document qu'on nous a servi, ce document de 34 pages qu'on nous a servi la dernière fois à l'audience du 4. Et sur le fond, il n'y a pas matière à requalifier, pas du tout. Si vous le faites, Monsieur le Président, vous aurez permis aux gens de comprendre que quand nous venons dans un temple de Thémis, c'est aussi pour aider les gens à comprendre. Je vous remercie. Merci, honorable assesseur. Nous allons répondre en quelques mots, sans rentrer dans des débats académiques, dans des débats d'école, sans se référer à ces grandes références qu'ils ont citées, notamment les doctrinaires qui nous ont vraiment été très utiles à la faculté de droit. Nous les rendons hommage.
Monsieur le Président, je pense que la défense a compris qu'elle est carrément tombée hier et elle tente de se relever, mais il est impossible pour elle de se relever. Je commence par l'article 19 du statut de Rome qui a été cité par la défense sur la possibilité de faire la contestation sur la compétence de la Cour ou sur la recevabilité d'une affaire. Monsieur le Président, je rappelle que nous ne sommes pas devant la Cour pénale internationale pour décliner son incompétence ou pour soulever l'irrecevabilité d'une affaire. Nous sommes devant une juridiction nationale. Parlant de l'ordonnance de renvoi, Monsieur le Président, on vous a dit ici que ce n'est pas une seule ordonnance, mais qu'il s'agirait de 3 ordonnances. Une ordonnance de requalification, une ordonnance de non-lieu partiel et une ordonnance de renvoi devant le tribunal criminel. Je ne suis pas d'accord, Monsieur le Président. J'estime qu'il s'agit d'une seule ordonnance qui a statué sur 3 volets. Le volet de requalification, le volet de non-lieu partiel et le volet de renvoi devant le tribunal criminel que vous présidez ici, Monsieur le Président. La défense est allée jusqu'au niveau du Code de procédure civile en parlant d'identité de cause et de partie. Mais, Monsieur le Président, je dois vous avouer que s'il y a eu identité de cause lors de la demande de requalification, et présentement, Monsieur le Président, il n'y a pas eu identité de partie. Je renvoie tout le monde à la lecture de la notification du pourvoi en cassation, la notification d'une déclaration de pourvoi en cassation faite par Maître Mamadou Aliou Baldé, huissier de justice, près les juridictions de Conakry, à la requête de Mamadou Boboba, Maïmouna Diallo et Hadja Penda Diallo, tous ayant pour conseil Maître Bassirou Bari, paix à son âme, Hamidou Bari, Alpha Amadou DSBA, Diop Mamadou Souare, Moumini Diallo, et ainsi de suite. Monsieur le Président, il n'y avait que 3 parties civiles. Et lorsque vous venez au niveau du mémoire ampliatif de la requête en cassation, dont mon excellent confrère a fait référence tout de suite, vous verrez que dans ce mémoire, les requérants sont également Mamadou Boboba, Maïmouna Diallo et Hadja Penda Diallo. 3 parties civiles. Monsieur le Président, comment on peut donner la paternité de cette demande de requalification des faits à l'ensemble des parties civiles qui sont devant vous ici, Monsieur le Président? Je rappelle qu'il y a plus de 900 parties civiles, Monsieur le Président, dans ce procès. Plus de 900 parties civiles. Donc on cesse de dire que cette partie civile avait sollicité la requalification des faits et que ce dossier est allé jusqu'en cassation et la Cour suprême a rejeté. Donc il n'y a pas identité de partie ici, Monsieur le Président. Mieux, Monsieur le Président, rien n'interdit à une partie qui a formulé des demandes devant le cabinet d'instruction de réitérer les mêmes demandes devant la juridiction de jugement, Monsieur le Président. Nous sommes des professionnels. C'est le cas d'une demande de non-lieu devant le tribunal, devant la juridiction d'instruction.
Là-bas, on peut demander le non-lieu. C'est le cas d'une demande de mise en liberté. Combien de fois nous demandons la mise en liberté devant le juge d'instruction et nous réitérons la même demande devant la juridiction de jugement? Combien de fois, Monsieur le Président, depuis que ce procès a été ouvert le 28 septembre 2022, combien de fois nos confrères de la défense ont formulé des demandes de mise en liberté qu'ils avaient déjà formulées devant le pool des juges d'instruction? On peut demander une expertise devant le cabinet d'instruction et réitérer la même demande devant la juridiction des jugements. Comme on peut demander la requalification devant les juges d'instruction et réitérer la même demande devant la juridiction des jugements, Monsieur le Président. Rien ne l'interdit, Monsieur le Président. Sur la question de l'application du statut de Rome, Monsieur le Président, ça a été largement débattu hier. Je vous renvoie aux dispositions de l'article 126 du dit statut et l'article 6 de notre code pénal qui règle cette question, Monsieur le Président. Sans en débattre encore, il suffit tout simplement de se référer à ces deux articles pour se rendre compte que cette question est largement réglée. La défense soutient, Monsieur le Président, qu'il n'appartient pas à votre tribunal à l'instant T de se prononcer sur la requalification. Monsieur le Président, une demande vous a été soumise. Vous avez donné la parole à toutes les parties pour en débattre. Chaque partie a présenté ses arguments. Et on vous dit que vous n'avez pas le droit de vous prononcer sur ça maintenant là, Monsieur le Président. Mais je tombe de nu. La demande de requalification peut être faite à l'entame des débats, en cours de débat ou à la phase de plaidoirie et réquisition. Bon, ce n'est pas nouveau hein, ce que vous êtes en train de dire comme ça. Monsieur le Président, ça a été dit à plusieurs reprises de l'autre côté. Il n'y a pas de problème. Monsieur le Président, sur la définition du crime contre l'humanité, je pense que le ministère public et la partie civile sont largement revenus sur ça pour vous permettre de requalifier ces faits dont vous êtes saisis en crime contre l'humanité. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous avons constaté une évolution ce matin. En fait, au niveau de la défense, on nous a parlé de requalification, de non-liés partiels et de renvoi. Mais ce que nous observons, et c'est ce qui est évident, c'est que vous n'êtes saisi que du renvoi. Vous n'êtes pas saisi de la requalification ni du non-lié partiel. Et en tant que juge pénal, si je peux le dire même, juge criminel, vous n'avez pas des yeux pour voir ce qui se passe ailleurs, ni des oreilles pour entendre ce qui se dit ailleurs. Mais vous avez les éléments de votre dossier. Monsieur le Président, vous n'êtes pas saisi de la requalification ni de non-liés partiels. Donc, on ne peut pas vous l'opposer. Ensuite, Monsieur le Président, nous avons entendu depuis le matin, à chaque fois qu'un confrère de la défense intervient, il termine par des prières. Ils ont le sentiment, ceci, qu'ils vous prient,
Mais, Monsieur le Président, nous ne sommes pas dans une maison de culte où on prêche la pitié. Bon, ça n'a pas de sens. Nous sommes dans un tribunal. On doit vous convaincre, on ne doit pas prêcher la pitié. Je vous remercie. Bien, merci Monsieur le Président. Merci Messieurs les assesseurs. Permettez-moi, Monsieur le Président, de faire un petit commentaire sur le principe de complémentarité de la Cour pénale internationale tel que prévu par l'article 1 du statut de Rome. Et ce, Monsieur le Président, je me réserve de faire moi-même mon commentaire personnel et je vais partir au niveau de la communication relative à certaines questions de politique générale concernant le bureau du procureur, notamment en ces pages 4, 5 et 6. Bon, si ça n'intéresse pas le tribunal Bien sûr, Monsieur le Président, ça vous intéresse amplement. Principe et objectif. 1. La nature complémentaire de la Cour pénale internationale. Il est dit, Monsieur le Président, que l'efficacité de la CPI ne devrait pas se mesurer au nombre d'affaires présentées devant la Cour, mais plutôt à l'absence de procès devant elle qui sera la conséquence du fonctionnement efficace des systèmes nationaux et marquera son principal succès. 1. Le principe de complémentarité, Monsieur le Président. C'est extrêmement important pour nous qui sommes à cette phase, Monsieur le Président. La CPI n'est pas prévue pour remplacer les tribunaux nationaux, mais pour fonctionner lorsque les structures et les bureaux nationaux n'ont pas la volonté ni la capacité de mener des enquêtes et d'engager des poursuites. Contrairement aux tribunaux ad hoc mis en place par l'ex-Yougoslavie et le Rwanda, la CPI n'a pas primauté sur les systèmes nationaux. La CPI est complémentaire des juridictions nationales. Par conséquent, en cas de conflit de compétences entre les systèmes nationaux et la CPI, les premiers l'emportent, c'est-à-dire les systèmes nationaux. Le principe de complémentarité représente la volonté expresse des États parties de créer une institution dont le champ d'action est global tout en respectant la souveraineté première des États en matière de compétences pénales. Par ailleurs, ce principe répond à un souci d'efficacité et d'efficience dans la mesure où les États ont, en général, plus facilement accès aux éléments de preuve et aux témoins. Enfin, le nombre de poursuites peuvent être engagées par la Cour n'est pas illimité. Par conséquent, lorsqu'il décide d'ouvrir une enquête ou d'engager des poursuites, le procureur doit tout d'abord évaluer la possibilité que... Où vous voulez en venir, maître? Bien, Monsieur le Président, je vais en venir effectivement à ce que la défense a soulevé tout au long de leur plaidoirie, au motif que, Monsieur le Président, lorsqu'il y a requalification, votre tribunal sera incompétent. C'est cela, Monsieur le Président. Qu'en cas de requalification... Ça a été longuement discuté, voilà, ce n'est pas un sujet nouveau, maître. Bien, merci Monsieur le Président. Et je vais me résumer, effectivement. Alors, Monsieur le Président, en tenant compte donc de cette complémentarité, nous pensons que lorsqu'il y a requalification, il n'y aura ni de reprise des débats, encore moins votre incompétence ne peut être soulevée. Tout ça a été dit. Bien. Monsieur le Président, en ce qui concerne donc l'application de la nouvelle loi, cela est amplement prévu
par les statuts de Rome. Le statut de Rome, en son article 24, prévoit, tel qu'il est dit à l'article 6 du Code pénal guinéen. Et je vais lire le passage, Monsieur le Président, juste l'article, la partie qui concerne. Monsieur le Président, l'article 24, intitulé « Non-rétroactivité, ration personnelle ». Je vais prendre juste au point 2. Il est dit ceci. Si le droit applicable à une affaire est modifié avant le jugement définitif, c'est le droit le plus favorable à la personne faisant objet d'une enquête de poursuite ou d'une condamnation qui s'applique. Donc, l'article 6 n'est pas nouveau. Il a été prévu déjà dans le statut de Rome. Monsieur le Président, si je prends la parole, c'est juste pour répondre à cette question, à ce souci, en ce qui concerne donc l'application de la loi dans le temps. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vous remercie, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Permettez-moi, Monsieur le Président, quand j'ai quelque chose ici, il faut que je le dise. Je voudrais quand même, je veux me le permettre, de saluer votre patience pendant ces 3 jours. Je le salue avec vos assesseurs. Je me permets aussi de féliciter la défense. Ils sont dans leur rôle, les avocats, ainsi que le ministère public. Je salue et je remercie Madame la greffière et Monsieur le greffier. Je salue et je remercie mes confrères ici, surtout ma consoeur, qui se sont battus pour défendre le droit, pour que notre justice là, ça c'est un honneur, hein? Nous sommes vus par le monde. Et je remercie aussi le public et les médias. Que Dieu nous guide, que Dieu nous aide dans ce pays, que Dieu nous donne des cœurs pour qu'on se réconcilie. Et je vous remercie.